L'histoire débute en 1977 avec la redécouverte d'un château partiellement en ruine dans la campagne vendéenne. Une association est créée pour la mise en valeur de ce patrimoine. Dès 1978, la première cinécénie du Puy du Fou est créée. 45 ans plus tard, le Puy du Fou est devenu un site mondialement connu. Pour évoquer les projets en cours, nous recevons sur ce plateau Damien Botton et Laurent Tard. Bonjour et merci d'être venus. Bonjour. Bonjour. Alors que le parc est en pleine ouverture de saison. Tout à fait. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter dans un premier temps ? Alors, donc Laurent Tard, directeur artistique exécutif. J'ai 42 ans et je suis au Puy du Fou depuis 40 ans. J'ai commencé tout petit. Pour beaucoup de Puy-Follais, le Puy du Fou, c'est une histoire de famille. J'étais acteur. J'ai évolué sur les différentes scènes du parc étant jeune. J'ai fait ma formation au Puy du Fou comme danseur. Voilà. Et puis, j'ai pris les responsabilités de spectacle et puis la direction artistique exécutive depuis cette année. Merci. Damien Botton, directeur technique, donc j'ai 50 ans. Je suis arrivé au Puy du Fou en 1985, il y a 37 ans, avec un parcours des études dans le domaine du technique, mais un parcours aussi, j'étais cavalier cascadeur pendant une dizaine d'années, donc à la fois sur le terrain technique et aussi sur scène dans les spectacles du parc du Puy du Fou. Et j'ai repris la direction technique en 2002. Donc depuis 20 ans, c'est direction technique et aujourd'hui c'est le pôle technique qui prend en charge l'ensemble des techniques pour le parc et de la cinécénie du Puy du Fou. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un état historique du Puy du Fou, puisqu'on a vu que ça avait démarré vraiment d'une découverte, d'une ruine, et qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est mondialement connu. Comment ça s'est passé ? Quelles sont les étapes principales ? Alors vous l'avez très bien dit, le Puy du Fou a commencé en 1978 avec son premier spectacle, La Cinécénie, qui, dès le départ, dans son écriture, Philippe a conçu un mode original de spectacle. Philippe, c'est Philippe de Villiers. Exactement. Et ce mode original mélange aussi bien le cinéma pour ses effets, pour ce côté spectaculaire, que le théâtre dans le verbe, qu'on emprunte aussi au ballet. Bref, c'est un mélange de plusieurs grands arts. Et ce nouveau mode de spectacle donc, a commencé avec 600 bénévoles la première année. Et depuis le départ, Philippe, aussi bien techniquement qu'artistiquement, voulait s'entourer des meilleurs. Par rapport au côté avec les voix, on a enregistré Philippe Noiret, grand acteur du cinéma connu. On avait Jean Piat aussi qui a donné sa voix pour le spectacle dès la première année. Et puis comme ça, on a grandi. Georges Delru, grand compositeur de musique, compose la musique de la cinécénie dans les années 83-84. Et voilà, donc un accompagnement artistique, la volonté d'être entouré des meilleurs, mais aussi techniquement aussi jusqu'à l'ouverture du parc dans les années 89. Voilà, donc techniquement. Tout à fait. C'est vrai que techniquement, au démarrage en 1978, Philippe de Villiers nous dit souvent à nous qui n'étions pas là, qu'il éclairait le château avec ses phares de voiture et puis faisait les jets d'eau avec des tuyaux d'arrosage. Eh bien, très rapidement, ils se sont très vite aperçus qu'il fallait s'entourer des meilleurs pour que le spectacle dure dans le temps. Et c'est là que de 78 à je dirais à l'essence du parc, oui, 89, et même encore aujourd'hui, on s'est entouré des plus grands dans tous les domaines techniques, que ce soit la lumière, dès 84, les plus grandes fontaines d'Europe avec Aquatic Show, et ensuite les premiers lasers sont venus dès 86 avec les têtes parlantes et les écrans d'eau sont venus comme un ingrédient en complément de la scène sur la cinécénie. Donc très vite, la technique, en s'entourant des meilleurs, a pris une emprise sur le spectacle, tout en respectant l'artistique, les bases artistiques que voulait. Comment se passe cette articulation ? Est-ce que le spectacle est imaginé, construit, bâti, écrit, défini, et après on dit à la technique, allez, débrouillez-vous pour nous trouver une solution ? Ou est-ce qu'il y a une collaboration permanente pour la recherche de nouvelles solutions innovantes qui peuvent se nourrir les unes des autres ? C'est avant tout une écriture. C'est avant tout une idée.
sans se poser du tout la question de comment on peut le faire, combien ça coûte, voilà. C'est on a une idée, un poème, on veut raconter quelque chose. Et donc il y a cet échange, évidemment avec les techniciens qui vont avancer sur la résolution technique. Et quelquefois, mais c'est rare, c'est aussi dans leur installation et dans leur développement, quelquefois la découverte d'un effet spécial qui peut être au service du spectacle. Mais c'est avant tout une écriture qui va déterminer, parce que on en reparlera, notre principal concurrent, sans être concurrent, notre volonté, c'est d'être aussi fort que le cinéma. Nous voulons jouer un spectacle, mais avec l'émotion, avec l'énergie, avec les sensations que peuvent provoquer un grand film. Avec ces villages enflammés, avec ces écroulements de châteaux forts, avec ces batailles à 2000 personnes. Voilà, il faut qu'on soit aussi fort, mais cela plusieurs fois par jour et 180 fois par an à peu près. Donc c'est pour nous des développements technologiques qui ont ponctué notre histoire. Et pour rester dans la chronologie du Puy du Fou, on a développé ça sur la Cinécénie. 1989, on se rend compte en fait que justement ce développement unique de spectacle connaît un certain succès, les gens viennent de plus en plus loin, sauf que ce n'est qu'un spectacle nocturne et que c'est la mode des parcs qui se développe un peu partout en France. Nous, dès le départ, on ne se reconnaissait pas dans le mot de parc d'attraction. On est plus un parc d'émotions. Mais on s'est dit quand même, il y a quelque chose aussi à développer de ce côté-là. En 1989, on lance notre premier parc. Qui raconte l'histoire de France et qui va chaque année aussi connaître ses nouveautés, ses développements techniques en parallèle de la Cinécénie. 1998, on a l'arrivée, en fait, on a aussi un développement qui est de plus en plus important. On a besoin de plus en plus de personnes sur nos scènes, de techniciens, d'acteurs. On prend donc, il y a cette idée géniale qui est de créer un centre de formation, une école, l'Académie Junior en 1998, dont nous sommes issus. C'est-à-dire qu'on a appris nos métiers au sein de cette Académie Junior. Parce qu'on a un vivier. Et on a un vivier exactement qui est d'à peu près 600, 800 jeunes à peu près dans l'ensemble de nos académies, qui sont une trentaine d'académies autour des métiers du spectacle, du costume à la pyrotechnie, en passant par la cavalerie, les animaux. Voilà, c'est tout un centre de formation qui est une école qui est là pour accompagner nos jeunes, qui sont aussi jeunes acteurs sur la Cinécénie, et les accompagner sur les premières scènes du parc. 1998, et puis après, dans les dernières grandes dates, c'est le développement à l'international, parce qu'on a été fort de ce succès. Notamment avec en 2012, ce qui a révolutionné pour nous notre notoriété, c'est le prix, le T-Classic Award qui arrive en 2012 et qui d'un seul coup nous donne une notoriété internationale. Tristement, la notoriété ne vient pas tout de suite de France, mais elle vient de l'étranger. Et donc on a beaucoup de demandes pour nous dire on veut un Puy du Fou chez nous. Au départ, on n'était pas forcément prêt. Il y a eu voilà, mais on a testé. En fait, il y a eu un fort succès avec un spectacle en Angleterre, un spectacle en Hollande. Et donc on lance notamment notre premier parc en Espagne, Puy du Fou España, qui a donc ouvert en 2021 avec un peu en amont un spectacle de nuit comme la Cinécénie Le Sueño, qui donc joue depuis 2019. Et voilà. Et aujourd'hui, encore, on en reparlera encore, mais plus tard, mais d'autres projets qui sont toujours basés de cette idée de départ d'être toujours à la pointe artistique et technologique. Ne pas faire comme les autres, essayer d'être original tant dans sa dimension artistique que dans sa dimension technique. Alors justement, en dimension technique, quelles ont été, on a évoqué quelques étapes du début, quelles ont été les grandes étapes majeures, les grands bonds en avant qui ont connu les 45 ans du Puy du Fou? Les grands bonds en avant, aujourd'hui, on peut considérer qu'en 45 ans, c'est l'arrivée de l'ère de l'analogique à l'ère du numérique. Ça, c'est des éléments vraiment importants dans notre évolution, l'évolution technologique à la fois dans tous les domaines, audio, vidéo, lumière, mais aussi dans
il y a une part importante aussi dans nos spectacles, la technique, c'est aussi l'ensemble de nos machineries. Je pense que ça a été aussi une évolution de machines un peu artisanales au monde de l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour durer dans le temps, pour faire autant de spectacles par jour, tout ce qu'on conçoit aujourd'hui est sous un modèle industriel pour durer et pour faire en sorte que chaque spectacle au quotidien soit opérationnel à 100% avec tous ses effets et tout ça bien sûr au service de l'artistique. Il faut rappeler le modèle de nos spectacles, c'est qu'ils sont joués plusieurs fois dans la journée, entre 5 et 10 fois pour certains, plusieurs fois par jour, et ce, sans discontinuer pendant 180 jours à peu près. Donc c'est quand même, on a besoin de fiabilité. Sur l'ensemble de nos prestations. Il n'est pas possible de présenter un spectacle sans effet qui ne fonctionne pas. L'effet fait partie de l'histoire. C'est une mise en scène générale dans laquelle chaque ingrédient compte. Et donc, c'est pour nous, en amont dans nos projets, on n'est pas dans l'éphémère, à chaque fois on pense durable. J'ai parlé tout à l'heure du cinéma qui est notre élément de comparaison. C'est facile de faire brûler un château au cinéma, on le fait brûler une fois, voilà. Chez nous, on va le faire brûler 5 fois par jour. Et en plus, si on le fait écrouler, c'est 5 écroulements, donc 5 reconstructions après derrière. C'est-à-dire qu'il faut penser comment on joue le spectacle et comment on le reprépare aussi après. Et comment on le fait durer. On le fait durer aussi dans l'année. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans le détail sur un des nouveaux spectacles que vous proposez, qui s'appelle Les Noces de Feu. Et on va commencer par une vidéo qui va montrer quelques images assez édifiantes sur l'ampleur du projet. Les Noces de Feu, c'est l'autre spectacle nocturne du Puy du Fou. C'est un spectacle qui est construit comme la suite des Orgues de Feu. Les Orgues de Feu, ça a été notre précédent spectacle. La muse et le pianiste se sont rencontrés. Et dans Les Noces de Feu, eh bien, ils vont se marier. C'est un spectacle poétique qui va marier l'eau, le feu, la lumière, qui s'inspire de l'univers de la fin du 19e, l'univers romantique, par les costumes, par les décors. La musique, elle a été écrite, réécrite spécialement évidemment pour le spectacle, enregistrée à Londres avec les meilleurs musiciens du monde. C'est une musique qui a également fait appel à des artistes françaises, Camille et Julie Berthollet, qui sont les sœurs prodiges de la nouvelle génération française de la musique. C'est un spectacle qui technologiquement est très impressionnant quand on connaît la coulisse, puisque la coulisse, c'est le lac. C'est un chantier titanesque, un chantier mené au fond de l'étang durant 5 mois de chantier, avec une quarantaine d'entreprises de la région, sur un investissement de 16 millions d'euros, avec l'ensemble de la machinerie sortant du fond de l'étang. Les Noces de Feu, c'est un spectacle qui a remporté différentes distinctions, dont une meilleure innovation technologique en 2020. Qu'est-ce qui rend ce projet si unique ? Je pense que ce qui rend ce projet unique, c'est en fait cet écrin de verdure. Chez nous, tous les décors sont spectaculaires. Ce qui fait le décor de ce spectacle, c'est le fait que nous soyons en pleine nature. On s'en rend peut-être pas forcément compte dans cette vidéo de chantier qui est tournée en plein hiver, mais en fait, pour nous, c'est très important de respecter cet écrin naturel. Et quand vous vous asseyez au bord de ce lac, au milieu de ce bois, face à la ruine romantique de la Siniseni, vous n'avez aucune idée de ce qui va vous être présenté dans les 30 minutes qui vont suivre. Parce que chez nous, c'est important de ne pas sentir la technologie, de ne pas sentir les effets techniques. Et donc, vous pouvez voir dans cette image, notamment, comme l'a très bien dit Nicolas dans le sujet précédemment, je pense que Damien, la coulisse, c'est vraiment cet étang. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a au fond de cet étang.
Exactement. Alors, tout d'abord, déjà, comme le disait Nicolas, nous avions déjà un spectacle, Les Orques de Feu, que nous avions depuis 2008. On a refait ce nouveau spectacle en 2020. Donc, tout d'abord, c'était de ne pas reproduire les erreurs du premier spectacle. Donc, c'est pour ça qu'il y a une refonte complète de l'ensemble des machineries sur un nouveau scénario. Donc, la particularité, alors déjà, la particularité d'un chantier comme celui-ci, c'est déjà de se dire que vous avez à réaliser ce chantier dans un délai très très court. Vous imaginez, on ferme le parc le début novembre et le 15 mars, vous devez livrer ce nouveau spectacle pour que les équipes artistiques puissent répéter. Et bien sûr, en tenant compte aussi de tous les essais des machineries. Donc ce sont des délais très très courts, 4 mois et demi de chantier, où il faut démolir l'existant et reconstruire dans un environnement. Il faut savoir que c'est un lac naturel, donc avec tout ce que ça peut comporter dans la gestion de l'eau, et on est en plein hiver. Et techniquement, oui, comme le disait Laurent, c'est un gros projet où, évidemment, par rapport à la première version, l'artistique nous demande toujours plus. C'est-à-dire que ce qui sortait de l'eau autrefois et qui mesurait 3 mètres en sortant de l'eau, aujourd'hui doit faire 8 mètres. Lorsque vous avez un piano qui sort de l'eau, il sortait de l'eau à un point donné. Aujourd'hui, le piano sort à un point donné, mais il doit parcourir 200 mètres sur la surface de l'eau en embarquant bien sûr des acteurs, avec des gens qui circulent sur l'eau. Donc tout ça, nous à un moment donné, il faut réfléchir. On s'entoure de bureaux d'études, de machines, avec nos propres techniciens pour penser toutes ces nouvelles machineries qu'il va falloir intégrer dans ce lac. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a réussi. Et la grande difficulté, c'est que ça demande un travail de préparation très importante en amont, parce qu'une fois que vous remplissez le lac, une fois que vous avez positionné vos projecteurs, positionné vos effets, vous êtes dans l'eau. Et en fait, devoir repenser, retravailler une mise en scène alors que le lac est là, alors que la scène est prête, ça n'est plus possible. Donc ça a été l'un des spectacles qui nous a demandé le plus de temps en amont. Damien a parlé aussi d'un chantier très rapide ensuite pour l'installation, mais c'est une anticipation sur l'ensemble de nos projets. Il nous faut à peu près entre 3 et 4 ans pour développer une création chez nous. Mais c'est une phase qui a été très importante, et surtout, on a l'habitude maintenant des spectacles aquatiques. On sait qu'à partir du moment où on met l'eau, à partir du moment où l'eau est parmi nous, eh bien, ce n'est pas comme une scène normale où on peut décaler un acteur et donc repositionner un projecteur ou repositionner une enceinte pour que le son vienne bien d'ici. Il faut que tout soit vraiment pensé dans la mise en scène. C'est un projet qui nous demande une collaboration vraiment très étroite entre la mise en scène et la technique, parce que justement, on avait fait nos premières armes dans Les Orques de Feu, le premier spectacle, et voilà, et on s'était rendu compte de cette difficulté, et que là, il fallait qu'on soit le plus efficace possible, parce que c'est 6 mois de développement et c'est uniquement 15 jours de répétition, et je peux vous dire que ça ne chôme pas, mais heureusement, c'est un travail qui avait été bien fait en amont et qui permettait ensuite de dérouler, et on a eu des ajustements techniques, évidemment, tout professionnel du spectacle sait comment ça se passe, mais voilà, c'est une énorme machinerie, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, et même quand on a vu le spectacle à la fin, c'est de voir tous ces effets de jets d'eau, de lumière, d'effets spéciaux qui se croisent sous cet étang. Il faut savoir qu'on a des plongeurs nos acteurs sortent aussi de l'eau, donc il y a tout un travail qui a été fait avec eux pour les accompagner sur leur déplacement au milieu de l'étang. Donc voilà, c'est un petit bijou de mise en scène, de technologie. C'est un peu le chef-d'œuvre au sens médiéval du terme, c'est-à-dire ce regroupement de plusieurs grands savoir-faire qui nous a demandé vraiment une collaboration très étroite entre nos différents métiers de chez nous. Mais à l'origine, on a tous travaillé pour, non pas une évolution technologique, non pas pour une coulisse, mais surtout pour un spectacle, c'est-à-dire de faire vivre cet étang. Et j'ajouterais aussi, Laurent, que la particularité de ce spectacle, c'est que c'est un spectacle à 360 degrés aussi. C'est-à-dire que le public est autour du lac. Donc, en ayant un public autour du lac, c'est la gestion du son, la gestion de la lumière,
direction de lumière, direction du son. Tout ça, ça fait partie aussi un très gros travail d'étude parce que évidemment, on a l'habitude d'avoir une scène, un public. Et bien là, on est à 360 degrés, donc pour éviter que le public d'en face voit les sources, que l'audio soit à 360 degrés et soit diffusé correctement. Donc là aussi, c'est un gros travail. Donc il y a ce qu'il y a sous l'eau, mais aussi le visuel à 360 degrés a demandé beaucoup d'attention et de travail. On est dans du prototype quasiment total sur ce genre de spectacle, ou est-ce que vous arrivez à vous appuyer sur des savoir-faire qui existent ? Je dirais qu'on a été très inventif. Oui, on a été très inventif parce que à chaque fois qu'on présentait nos spectacles à différents fournisseurs, partenaires et amis du métier, en fait, dès qu'on décrivait de l'eau et de l'électricité, en fait, il y avait différentes impossibilités qui se dressaient dans les descriptifs. C'est-à-dire qu'on en reparlera tout à l'heure, mais faire des costumes électriques pour des acteurs qui sortent de l'eau, bon, c'est pas simple. On a certaines années de développement en amont. Voilà, c'est qu'il y a sur certaines technologies, de toute manière, du fait qu'on soit dans l'eau, qu'on soit immergé, ça rendait les choses quasiment impossibles. Donc il fallait se lancer dans du développement. Voilà. Et vous avez dû épuiser un certain nombre de commissions de sécurité, j'imagine. Exactement, on est toujours innovant aussi, mais on travaille aussi avec eux en amont pour pouvoir accompagner et être le plus serein possible sur ces questions-là. Daniel parlait du fait qu'on soit autour d'un étang à 360 degrés. Dans la description première du spectacle, on ne voulait pas voir les sources lumineuses. Il était impossible de sentir des projecteurs masqués en face de nous qui nous éblouissent. Et donc, le parti pris demandé à l'équipe technique, et aux équipes artistiques, c'est que ce soit des décors ou des costumes, tout soit auto-éclairé, que les costumes soient lumineux, que les décors soient lumineux. Et que vraiment, ils aient cette autonomie de déplacement aussi sur scène. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'on puisse évoluer sur l'ensemble de l'étang, qui fait plus d'une centaine de mètres, et sans qu'il y ait une zone d'ombre, et que le spectacle soit aussi bien éclairé d'un côté de l'étang que de l'autre. Donc là, le principal challenge, c'était justement cette lumière portable, si je puis dire, au sein des costumes. Là, vous avez, par exemple, dans cette maquette, vous avez les dessins des maquettes au départ à l'origine, et ensuite les réalisations qui vous montrent qu'en fait, on n'a pas d'abord cherché comment on pouvait éclairer un costume, on est dans un poème romantique, donc vous allez reconnaître des costumes de cette époque romantique du 19e. Et donc comment on peut mettre en lumière cette époque, ces costumes-là, cette technologie-là, avec donc justement le fait que je puisse moduler ma lumière, la gérer à n'importe quel endroit du lac, et surtout que je puisse être éclairé alors que je suis en train de sortir de l'eau. Donc j'ai une commande sous-marine et une commande aussi à l'extérieur de l'étang, au sec, si je puis dire. Donc c'est basé sur des produits existants, ou ça existe des... Alors, l'ensemble des costumes a été conçu par les équipes de Laurent dans notre costumerie, et tous les équipements, la recherche de l'éclairage a été fait conjointement entre les équipes costuming et les équipes techniques. Et puis ensuite, il y a eu tout un travail de recherche que nous avons fait en interne sur le pilotage en DMX HF des costumes depuis la régie. À la fois, chaque acteur peut piloter son propre éclairage, mais aussi il est piloté par la régie en DMX. Tout ça HF. Dans l'eau. Bon. Tout ça dans l'eau, voilà. Et c'est la même chose pour les décors. Là, vous voyez apparaître, ça c'est l'esquisse première du carrosse qui est tiré par des cygnes. Alors des faux cygnes, parce que c'est des cygnes géants. Et donc, c'est pareil, c'est un décor qui va sortir de l'eau. Donc, il faut étudier sa structure pour pas qu'elle se plie à la résistance de l'eau. Il faut étudier sa luminosité. Le fait qu'il n'y ait pas de ralentissement pour les acteurs qui sont
à l'intérieur et qui doivent évoluer une chorégraphie à l'intérieur de ce carrosse. Donc c'est un développement technique aussi qui est avant tout à l'origine un brief esthétique, artistique. C'est-à-dire que là encore une fois, c'est pas l'équipe technique qui est revenue vers nous pour nous dire on pourrait rajouter c'est nous qui avons d'abord décrit l'histoire sans se soucier est-ce que c'est possible de faire sortir un carrosse de l'eau avec des acteurs à l'intérieur et surtout tiré par des signes flottants. Voilà. Donc tout ça encore c'est un développement technologique avec nos équipes de décor, de machinerie Tout à fait. chez toi et voilà. Et comment sont vécus ces challenges par les équipes techniques? Est-ce que c'est un nouveau défi, on y va, on va trouver, ou est-ce que c'est encore une idée saugrenue de l'équipe artistique? C'est-à-dire que ce qu'a pas dit Laurent, c'est que chez nous, on va laisser, dans la création d'un spectacle, on va laisser les équipes artistiques, je dirais, faire leur délire ensemble. Nous, on intervient quand même un petit peu après, parce que sinon, le technicien, s'il intervenait dès le départ dans la recherche d'une idée artistique d'un spectacle, je pense qu'on a plutôt une tendance parfois à mettre un peu de frein, même si donc là c'est pour ça qu'il faut laisser, je dirais, faire un délire artistique, et puis très très vite nous on va venir s'imbriquer dans ces recherches, et là on n'a pas trop le choix. Parfois nous allons dire bon là on avoue quand même que c'est peut-être la faisabilité, c'est peut-être pas forcément possible, mais c'est très très rare. Et là, dans le cas du carrosse, on se met au travail pour rechercher les solutions technologiques avec des difficultés, notamment le fait que le carrosse soit immergé. Retenir aussi ce que nous avions vécu avec le précédent spectacle des Orques de Feu, où nos décors étaient toujours immergé dans un lac, donc il fallait faire des campagnes de nettoyage très fréquentes. Donc là, aujourd'hui, tous nos décors sortent de l'eau, mais en backstage sont sortis de l'eau pour éviter à avoir à les nettoyer tous les jours. Et puis le principe du carrosse, on est venu c'est aussi toute une grosse recherche, comment arriver à faire une traction de cette machine, sachant qu'elle est immergée, donc la création de bathyscaphes, de sous-marins pour piloter des moteurs hydrauliques. Vous voyez, donc il y a toute une recherche, et c'est là qu'on s'entoure de professionnels de l'industrie, parce que dans l'industrie, on va trouver vraiment des compétences qui nous permettent de durer et d'avoir vraiment les bonnes solutions pour répondre à la technologie qui va ensuite mettre en scène un objet artistique. Tout à l'heure, Damien disait qu'on demandait toujours plus. Ils disent jamais non, donc on est toujours. Non, mais il n'y a pas d'objectif de faire. En fait, on revient toujours à l'histoire. Là, par exemple, sur le temple d'amour. C'était pour nous évident de faire sortir une architecture. C'est quelque chose de très construit. Alors là, c'est une ruine romantique. On voulait un décor. Au départ, c'est une espèce d'hologramme sans être hologramme. C'est vraiment un fantomatique dans cette apparition. On est toujours dans ce poème romantique. Donc c'était pour nous, on voulait pas quelque chose de massif, très, très, très délicat, très léger. Donc il y avait un challenge dans la réalisation, dans quel matériau on va utiliser. Et toujours après aussi, exactement sur la même chose que le carrosse, c'est-à-dire ce décor énorme qui sort de l'eau, comment on le déploie, parce que le lac n'est pas profond. Donc à un moment donné, comment on fait déployer une machinerie qui fait 8 mètres de haut d'un seul coup, en même pas 20 secondes, et avec toutes les problématiques aquatiques qu'on a déjà décrites en amont. Et donc, ça part des petits effets, assez grands effets, mais en fait, il n'y a pas de petits ou de grands. C'est à chaque fois un moment de cette histoire qui sont pour nous, enfin l'un comme l'autre, essentiel. Il n'y a pas de spectacle sans costume lumineux, il n'y a pas de spectacle sans carrosse, et il n'y a pas de spectacle sans cette structure aquatique qui a nécessité beaucoup de recherche, parce que c'est vraiment un temple énorme où on est dans les 16 mètres de mémoire, Damien, à peu près au total.
Donc de large, donc c'est quand même un élément gigantesque qu'il faut immerger avec des acteurs à proximité, et tout ça de nuit, tout ça dans l'eau, et avec de la lumière, des effets techniques de feu, de rideaux d'eau. Donc voilà, c'est encore une fois une œuvre artistique qui vraiment nécessite une collaboration très étroite entre nos deux équipes. Pour nous, il est impensable demain que chacun travaille dans son coin. On est vraiment là, nos deux équipes artistiques et techniques sont là au service, ne font qu'une d'ailleurs, il n'y a pas de distinction chez nous. On est vraiment au sein d'une même histoire, d'un même spectacle, et parce que dans cette collaboration, même si on est fou, en fait on est tous fous, parce qu'on est fou pour le penser, mais on est fou pour le réaliser, parce que quand même à la fin, on l'a fait. Donc voilà. Et la fabrication après concrète de ces décors, de ces éléments, est faite en interne, par des équipes internes, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Vous parliez de l'industrie, mais ça c'est pour les solutions techniques, mais qu'est-ce qui est fabriqué en interne et qu'est-ce qui est sous-traité, confié à d'autres Alors je dirais qu'aujourd'hui, nous dans la technique, tout ce qui est pensé au niveau technique va être pensé chez nous. La réalisation de tous les effets techniques va être fait, on s'entoure de bureaux d'études, de prestataires, soit dans la machinerie, dans les jets d'eau, dans les effets spéciaux. On va s'entourer de prestataires. On va garder par contre toute la programmation du spectacle, la programmation à la fois tout ce qui va être show control. La programmation va être interne, la programmation lumière va être interne, avec les compétences internes au Puy du Fou. Après, sur la partie artistique, là, je vais laisser Laurent répondre. On va un peu plus loin quand même dans la partie réalisation en interne sur la partie artistique. Oui, on a des ateliers de décor, des ateliers de costumes, même nos scénographes, architectes en interne qui vont concevoir, parce que là on a besoin de prototypes. Ce ne sont que des prototypes. Ce temple que vous voyez là a été construit par nos équipes décor. Oui, il y a le plateau sur lequel il repose, oui, il y a la structure à l'intérieur qui est faite par une société extérieure, mais tout ce que le visiteur va voir en fait est fabriqué par nos équipes décor et nos équipes costumes, et pensé aussi par nos équipes à l'origine. Même s'il y a une collaboration avec des sociétés extérieures, il y a quand même un développement qui est quand même maîtrisé chez nous en interne, en amont. Aujourd'hui, le Puy du Fou s'exporte. Vous avez déjà des spectacles qui existent à l'international et d'autres projets peut-être dont vous pourrez nous parler. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette expansion ? Tout à fait. Fort de son succès à l'international, comme on le disait au début, on a été très demandé pour mettre en lumière l'histoire d'un pays, l'histoire d'une ville, l'histoire d'une nation, d'un peuple. Et on a fait tout d'abord différentes productions à l'étranger, dont une en Angleterre, qui a connu un très fort succès. Et on s'est dit, en fait, nous sommes capables de transposer notre Puy du Fou à l'international, non pas dans son histoire, nous n'allons pas raconter l'histoire de la France, l'histoire de France, l'histoire de nos héros français en Espagne ou à l'international. En fait, on va raconter les légendes et la grande histoire de leur pays. Et donc, cette expérience a été réussie en 2020 à Tolède, à côté de cette ville magnifique de Tolède. Vous avez un parc Puy du Fou espagnol qui est sorti de terre et qui, vous savez, au Puy du Fou, on a plus d'une dizaine d'outils scénographiques, de spectacles, de manières de raconter les histoires différentes. Et donc on reprend ces différents éléments scénographiques pour présenter l'histoire espagnole avec leurs grands personnages. Vous avez donc certains spectacles français dont le mode de présentation, dont le spectacle sur le fond est à peu près identique. Comme par exemple, vous avez on raconte dans un spectacle immersif l'histoire du mystère de la Pérouse, ce grand marin qui est parti pour faire le tour du monde et qui malheureusement ne reviendra pas. Eh bien, on va le suivre dans son bateau. Nous racontons la même histoire dans un autre bateau. C'est le bateau de Christophe Colomb, là-bas à Tolède, en Espagne. Donc comme ça, on va dupliquer nos différents spectacles en fonction des grands moments forts
de l'histoire espagnole, vous avez par exemple Mousquetaires de Richelieu. Nous faisons là-bas un grand spectacle qui s'appelle Pluma Espada sur Lope de la Vega. Vous avez comme ça une dizaine de spectacles là-bas à Tolède. C'est vraiment un parc magnifique qui est très différent, mais qui se rejoint dans ce côté ancré. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ce parc est là depuis 1000 ans. Vous avez l'impression que ces spectacles, ce sont des Espagnols qui l'ont fait alors qu'ils ont été pensés par les équipes françaises, avec évidemment des équipes espagnoles, mais là-bas vous avez une magnifique équipe qui a porté ce projet pour vraiment qu'on ait l'ADN du Puy du Fou qui soit transmise aussi bien dans les équipes techniques qu'artistiques, et ce depuis maintenant le spectacle et les spectacles tournent depuis 2019 pour le Sueño et 2021 pardon pour le parc, et donc c'est un grand succès et surtout un succès auprès des Espagnols. C'est ce qui nous rend d'autant plus fiers et c'est ce qui nous donne l'envie de encore prolonger plus loin. Nous sommes partis en Chine, nous avons un projet prochainement qui sortira bientôt là-bas, du côté de la Chine, et puis d'autres projets qui ne sont pas forcément que des parcs. En fait, nous avons envie de transmettre ce spectacle, et donc on a par exemple d'autres modes d'expression aussi qu'on va développer. Tout d'abord le Grand Tour, ce train sur lequel nos équipes techniques et artistiques aussi collaborent, parce que vous n'allez pas voir en un seul point les spectacles du Puy du Fou. En fait, c'est la France qui sera les spectacles du Puy du Fou. On va se déplacer dans les grands sites français, grands sites touristiques, les plus belles cartes postales françaises, et dans un écrin qu'est ce train magnifique. Et donc on l'a pensé pour que ce soit vraiment dans la continuité de ce que l'on fait, et que chaque découverte de ville, eh bien, il y ait aussi une signature Puy du Fou un peu partout dans ce tour qu'on pourra faire à partir de l'année prochaine, en 2023. Et puis la dernière envie, on s'est souvent comparé depuis 40 ans au cinéma, donc il était tout à fait naturel qu'on se lance dans le cinéma. Et donc toutes nos équipes aussi collaborent sur cette nouvelle art qui nous va très bien. On est absolument tous des passionnés de films, et donc nous avons notre première création, Vaincre ou mourir, qui va sortir l'année prochaine, en 2023, et qui va présenter l'histoire du général Charette, qui est cette histoire, on la présente dans l'un de nos spectacles du parc en France, Le Dernier Panache, qui a aussi connu un très grand succès, qui a aussi connu un certain nombre de prix technologiques dans sa présentation, et donc il était si je puis dire, naturel, facile de porter ce projet pour nous. C'est comme une continuité évidente de se lancer sur le cinéma. Alors techniquement, ça nécessite une approche différente, des nouvelles compétences. Comment est-ce qu'on s'adapte comme ça aux nouvelles formes d'expression ? Alors, déjà, l'export à l'international, pour nous, très très vite, on s'est dit, il faut la création, ce que nous créons en France, eh bien, il faut que ce soit transposable. C'est-à-dire que toutes nos machineries, aujourd'hui, vous prenez la Pérouse, vous avez vu la Pérouse, vous avez vu les Mousquetaires, ou le Dernier Panache avec la tribune qui tourne au milieu de 6 scènes. Eh bien, toutes ces machineries, aujourd'hui, elles sont transposées aujourd'hui en Espagne. Évidemment, ça nous a permis en intégrant au niveau scénique des histoires espagnoles. Voilà. Donc, c'est déjà une facilité pour nous. C'est la même base technique, c'est-à-dire que c'est le même setup qui est... Alors, il y a quelques adaptations, ouais. On va retrouver quelques adaptations, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre un Mousquetaire de 2006 et un Pluma Espada 2021, évidemment que la vidéo... Il y a une évolution, bien sûr. Il y a des évolutions avec la vidéo, des évolutions, la lumière aussi, la lumière a changé, hein, mais... Sur les grosses machines qui vont intégrer ces spectacles, eh bien, on va retrouver exactement les machines que nous avons en France. Ça veut dire que on embarque aussi nos prestataires français même si on travaille avec beaucoup d'entreprises espagnoles, mais nos prestataires spécialisés dans nos machines, on va les embarquer aussi avec nous. On les a aussi embarqués en Espagne pour réaliser ces machines. Et puis ensuite, ce sont... au sein de l'équipe technique, nous avons une équipe projet
Et les personnes de l'équipe projet sont parties en Espagne pendant quelques mois pour conduire, nous avions un chef de projet dans chaque salle de spectacle, et ils ont pu mener à la fois le suivi en lien avec les équipes de construction, mais tout le suivi du concept technique et artistique pour l'Espagne. Et l'ensemble des programmations techniques aussi, vidéo, show control, lumière, ont été assurées par les équipes françaises, les équipes techniques françaises qui sont intervenues en Espagne. Le cinéma, c'est tout de même encore un autre univers. Est-ce que vous faites appel à des professionnels du cinéma pour s'occuper de la technique, ou est-ce que vous avez aussi développé en interne des compétences peu à peu et qui vont permettre de servir ces projets ? Alors, nous avons développé en interne des compétences de tournage, mais le cinéma, ça reste quand même un vrai métier. Donc là, avec une organisation quand même très très spécifique. Donc pour ce projet de film qui va sortir en 2023, bien sûr, on s'est entouré de toute une équipe technique, réalisation, costume, pour assurer cette prestation. Et nous avons imbriqué dans ces équipes, évidemment, quelques savoir-faire de la Maison Puy du Fou. Par contre, dans ce type de projet, on peut dire que quasiment on travaille avec nos comédiens, Exactement. Alors des professionnels, mais aussi des comédiens de la Maison Puy du Fou. Et évidemment, c'est un mode de production original. Il y a une collaboration, le réalisateur Paul Mignot n'est pas Puy-Follet, mais on a Puy-Follisé Paul Mignot, et c'est évident que c'est un métier, le chef-op, pareil, c'est pas parce que... voilà, il était important pour nous, évidemment, que le film ait une qualité artistique qui soit évidemment la meilleure possible. Donc on a pris des gens qui sont issus du cinéma, notamment dans les chefs de poste, mais après, pour nous, c'est important d'intégrer nos techniciens, nos costumiers, nos acteurs, nos cascadeurs. On a des chevaux, donc évidemment, faire une scène de combat, pour nous, c'est artificiel aussi. On a tout un tas d'équipes qui ont collaboré et qui ont œuvré dans les pas de professionnels du cinéma. Pour conclure notre échange, est-ce que vous pouvez me dire dans quelle direction va le Puy du Fou ? Alors, je pense que vous n'avez pas à me révéler de grands scoops aujourd'hui, mais quels sont les rêves du Puy du Fou pour les futurs spectacles ? À quoi vous réfléchissez ? Puisque vous m'avez dit qu'il faut 3 ans pour faire un spectacle, ça veut dire que forcément vous êtes déjà en train de penser au spectacle dans 3 ans. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, de ce qui va se passer ? On a, c'est vrai, une dizaine de scénarios qui reposent dans les cartons, sur lesquels on avance sur les effets. Notre idée première, c'est toujours d'innover, d'être le plus original, de ne pas s'asseoir sur... c'est pas parce qu'on a trouvé un effet génial, une scénographie absolument incroyable, qu'en fait on va tout axer sur cette scénographie. Pour nous, c'est une remise en cause permanente. Nous sommes des éternels insatisfaits. Et donc, c'est... d'avoir l'histoire, mais d'avoir aussi le bon outil pour présenter cette belle histoire. Et donc on est sur ces différents projets de spectacle ou de parc à l'international qui sont pour nous essentiels, et se dire, même par exemple, comme le disait très bien Damien, on n'a pas juste copié la France quand nous sommes partis en Espagne. Le Puy du Fou a continué de grandir grâce à l'Espagne. C'est-à-dire qu'on se base sur les grandes innovations techniques du moment, toujours, à chaque fois. C'est pas parce qu'on a utilisé tel logiciel ou tel moyen technologique en 2006 qu'on va le reprendre en Espagne. Donc c'est pour nous essentiel de se dire comment à chaque fois l'ensemble de nos projets peut nous faire grandir, et que notre innovation, notre volonté d'être original dans sa scénographie,
scénographie et innovant dans ces technologies, eh bien, comment on peut le conserver dans les 10 ans à venir? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans un monde, dans un univers où tout évolue, tout est en perpétuelle évolution. Donc oui, je peux vous dire que peut-être que dans 10 ans, on n'aura pas eu l'idée de la grande nouveauté parce qu'elle n'existe pas encore. Donc on est dessus, on scrute de près l'ensemble, on a une veille qui est très importante. Mais voilà, toujours être à la pointe de l'innovation artistique, de l'innovation technologique. Justement, en termes technologiques, qu'est-ce qui vous fait rêver? Est-ce que en termes de veille technologique, vous avez aujourd'hui l'œil braqué sur des choses qui vont émerger? Ou alors, de quoi vous auriez besoin pour aller plus loin qui n'existe pas encore? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, l'évolution technologique, alors bon, je pense qu'on va quand même très très loin aujourd'hui dans la partie, dans le concept des machines. Je pense qu'aujourd'hui, l'évolution, je ne l'ai pas là à l'instant T parce que ça répond toujours à un besoin artistique. Donc, quand le besoin artistique va être présent, eh bien, on ira chercher la solution technologique. Par contre, dans le monde du spectacle, je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même fait un gros chemin avec l'arrivée avec le numérique. Maintenant, c'est avec la vidéo. La vidéo, c'est gagné avec la vidéo, l'arrivée du laser en vidéo. Bien sûr, aujourd'hui, la technologie LED est arrivée, mais on le voit quand on transpose aujourd'hui la LED dans nos spectacles. Eh bien, c'est ramené, on ramène comme des nouvelles couleurs, des nouvelles. Donc tout ça, c'est de l'évolution technologique, mais l'évolution technologique, mais il faut aujourd'hui, on arrive. Je ne veux pas dire qu'on arrive au bout, on n'arrivera jamais au bout de l'évolution technologique, mais il faut aller chercher dans le côté fin de ces évolutions, et puis dans la transmission, je dirais, ce qu'on attend aussi beaucoup, on le voit nous dans nos spectacles, c'est la transmission aussi, transmission HF, transmission pour donner de l'autonomie à nos acteurs, que ce soit sur l'eau, dans l'eau. Je pense qu'on attend beaucoup de cette évolution dans le futur. Oui. Puis il y a quelque chose qui ne se voit pas, c'est aussi tout ce qui est consommation. Nous sommes aujourd'hui labellisés Green Globe, c'est-à-dire que c'est juste l'aboutissement d'une démarche qui était pour nous naturelle, ce respect de la nature, comme on l'a dit dans le projet par exemple des Noces de Feu, c'est-à-dire cette mise en valeur pour nous de notre écosystème naturel, que ce soit par les animaux, que ce soit par la nature. Ça passe aussi demain, on est très attentif à pouvoir jouer un spectacle avec une faible consommation électrique ou être aussi à la pointe de ce développement. Et ça, c'est pas forcément des choses qui se voient, mais c'est des choses qui sont essentielles pour nous, justement, dans cet accompagnement de nos différents projets. Merci bien, merci de tous ces éclaircissements et puis à bientôt. Merci beaucoup.